La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à Haïti. Haïti qui, ce lundi, n'a plus de président. Le processus électoral a été gelé après un premier tour où il y aura eu des fraudes massives. Je vous propose ensuite de revenir sur cette crise politique qui secoue aujourd'hui à Haïti avec Lorman. Les uniformes ont remplacé les costumes des carnavaliers dans les rues de Port-au-Prince. Le premier jour des festivités a été annulé et les forces de sécurité appelées en renfort pour protéger l'Assemblée nationale. À l'intérieur du bâtiment, une cérémonie officielle marque la fin du mandat de Michel Martelly. Pour l'occasion, députés et sénateurs se sont uniformément habillés de blanc ou de noir. Le président, ancien chanteur et star du carnaval, défend son bilan. Au 14 mai 2011, qu'héritage si ce n'était que souffrance, misère, épidémie et deuil. J'étais face à tous les défis, face à l'impossible, face au désespoir le plus total. Michel Martelly a symboliquement rendu son écharpe présidentielle à son épouse, mais il n'a pas pu passer le flambeau, faute de successeur. L'élection présidentielle n'a en effet pas pu avoir lieu. Elle a été reportée sine die après un premier tour entaché de fraudes présumées qui ont déclenché des violences. Vendredi, un homme a été tué dans des affrontements entre des centaines d'opposants au pouvoir et d'anciens militaires ou jeunes se réclamant de l'armée, démantelés dans les années 90. Malgré tout, un accord signé in extremis entre le président sortant et le corps législatif ne laisse pas Haïti tout à fait sans direction. Le Parlement doit désigner un président intérimaire dans les 5 jours avant des élections prévues pour le 24 avril. Elle devrait permettre au nouveau chef de l'État de prendre ses fonctions en mai. Florian Louvet, 10 milliards de dollars promis après le séisme de 2010. Où est passé l'argent ? Quand on voit encore que la majorité des Haïtiens, on le rappelle, 78%, vivent sous le seuil de pauvreté absolue. Je ne peux pas vous dire où est passé tout l'argent. Ce que je peux dire, c'est que nous, on est une ONG de développement qui travaille ou qui a fait le choix de travailler qu'avec des acteurs locaux. Donc l'argent, nous, qui nous a été donné, il a été investi dans des projets menés par des acteurs haïtiens sur le terrain, dans différents secteurs, mais essentiellement dans le secteur agricole, puisque c'est un peu le grand oublié en Haïti aujourd'hui, alors que ça représente 25% du PIB, 50% des emplois. Donc on a fait ce pari d'appuyer, de renforcer le secteur agricole, les mouvements paysans, les organisations paysannes, d'une part, et puis d'autre part, de renforcer aussi tout ce qui est la démocratie locale, donc les acteurs locaux, les organisations au niveau des communes, au niveau des CASEC et ASEC, qui sont donc en dessous des communes la plus petite entité administrative, faire le choix aussi de former ces acteurs-là pour qu'ils soient capables de parler d'une seule voix, qu'ils soient capables de, en créole haïtien, on dit de mettre tête ensemble, donc de travailler ensemble pour construire l'avenir d'Haïti, pour proposer un autre modèle de démocratie. Et donc en faisant ce choix de la base, de se dire Haïti aujourd'hui pourra se relever si le pays commence par la base au niveau de la démocratie locale. Frédéric Thomas, est-ce qu'on peut dire que Haïti c'est une république ONG, hein ? Parce que les ONG, elles sont partout. Oui, en partie, c'était particulièrement vrai suite au séisme, suite à l'arrivée massive d'ONG. On a parlé de république d'ONG parce que c'était une prolifération d'ONG. On a parlé de 10 000 ONG sur place qui fonctionnaient comme autant d'États dans l'État, qui n'étaient pas contrôlés, qui avaient tendance à doubler, à se substituer à l'État et à ne pas se coordonner, à faire ce que bon leur semblait. Et quand vous parlez de 10 milliards, pour bien comprendre, c'est une somme annoncée, promise. Mais oui, alors le résultat, alors combien a été donné ? Oui, parce qu'il y a toujours ce qui est annoncé, il y a ce qui est donné ensuite. Bon, c'est très difficile d'avoir un suivi, mais on estime autour de 60% de cette somme a été effectivement reste quand même beaucoup encore. Donnée, mais c'était donné, ça a été utilisé, dépensé, contrôlé essentiellement par les acteurs internationaux. La part de cet argent qui a été utilisé directement par l'État haïtien et par la société civile, c'est autour de 1%. Donc cet argent-là a tourné... Mais oui, mais alors où est passé le reste de l'argent ? Vous me dites 1% de l'argent versé a été utilisé par les acteurs locaux. Moi, je vous demande où est passé le reste de l'argent. Le reste de l'argent a été utilisé largement par la coopération bilatérale, les acteurs internationaux, l'ONU, les grandes ONG pour gérer l'urgence. Mais ça, c'est mettre sous perfusion, donc. Largement, c'est pour mettre sous perfusion. Et donc, ça a été l'erreur ? Bien sûr, parce que pour pouvoir construire sur le long terme, de manière durable, il faut se baser sur les acteurs locaux et agir en fonction de leurs priorités, de leur fonctionnement, de
de leur vision. Or, ce n'est pas du tout ce qui a été fait. On a fonctionné en fonction de la priorité, la vision des ONG internationales. Jacques Nessy, quelle a été l'erreur des Américains? Est-ce que ça n'a pas été aussi de vouloir mettre sur pied une politique industrielle en Haïti et justement pas mettre l'accent, comme le disait Floriane Louvet tout à l'heure, sur le secteur agricole? Oui, on peut l'expliquer ainsi, mais il y a, à mon avis, une volonté de la part des États-Unis d'exclure Haïti de la gestion de cette manne, entre guillemets, de cette manne après le séisme du 12 janvier 2010, puisqu'on a observé la mise sur pied de la gestion de cette manne par le président Clinton lui-même, qui gérait une commission avec évidemment l'aval des acteurs étatiques haïtiens. Donc cette commission était une sorte de super structure qui n'avait de compte à rendre à personne et qui gérait cet argent comme elle l'entendait, ce qui a montré qu'il y a eu une mauvaise utilisation de cet argent. Et puis il y a eu des promesses fallacieuses qui ont été faites et qui n'ont pas été honorées. D'ailleurs, Frédéric Thomas, dans son livre « L'échec de l'aide internationale », après le séisme, a montré qu'au fait, les acteurs haïtiens étaient mis de côté dans la gestion de cette manne et que finalement, il y a eu une sous-évaluation de la question haïtienne et qu'on n'a pas pris en compte les attentes de la société haïtienne. Et puis finalement, on a fait du bricolage, ce qui suscite encore non seulement un mécontentement, mais ce qui explique. Mais quelles étaient les attentes, justement, de la société haïtienne? Les attentes, il fallait d'abord reconstruire Port-au-Prince, la capitale, c'est-à-dire en dotant Port-au-Prince des infrastructures modernes. Et aujourd'hui, quand on va à Port-au-Prince, on a l'impression que le tremblement de terre a eu lieu hier. Mais même le palais présidentiel, je crois, n'a pas été entièrement reconstruit. Non, et on se souvient de cette image très forte de ce palais présidentiel effondré. Il y a eu deux bâtiments qui ont été reconstruits, voilà, grâce à l'aide de la Corée. Je crois que c'est le ministère de l'Intérieur qui a été inauguré avant-hier par le président sortant. Et puis il y a un autre bâtiment qui loge la Cour de cassation. Donc il n'y a que ces deux bâtiments. Et pour dire que ça a été reconstruit presque au même endroit. Alors que selon des études, c'est que Port-au-Prince n'est pas à l'abri d'une nouvelle catastrophe, d'un nouveau tremblement de terre. Donc on aurait pu soit déplacer la ville, envisageant un projet beaucoup plus ambitieux. Je crois, M. Préval avait ce projet, d'ailleurs, avec la fondation de Prince Charles, de construire une nouvelle ville à Port-au-Prince. Donc je crois que Haïti... Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. C'est que finalement, on a reconstruit à l'identique. Est-ce qu'il y a des habitations antisismiques aussi qui ont été construites? Parce que c'est quand même une zone à forte... où il y a beaucoup enfin, on l'a vu, le séisme, il y a beaucoup de catastrophes naturelles aussi. Hein. C'est une île voilà, qui connaît de nombreuses difficultés, qui est soumise aussi aux catastrophes naturelles. Est-ce que là aussi, qu'au moment de la reconstruction, est-ce qu'il y a des abris, des maisons antisismiques qui ont été construites? On a reconstruit encore à l'identique. Non, je crois qu'il y a une socialisation de la population qui n'est pas faite sur le plan du séisme, sur le plan des précautions à prendre. Et aujourd'hui, s'il y a un nouveau tremblement de terre, je crois Haïti risque d'enregistrer, sinon davantage, le même nombre de victimes. 300 000 morts, on le rappelle. Oui, c'est qu'il n'y a aucune prise en compte de ce qui s'est passé. Et les autorités locales ne font rien pour changer la perception des populations vis-à-vis de ces menaces. Anne-Élodie Télémac, il y a le problème aussi de la corruption en Haïti, c'est-à-dire des élites, parce que j'annonçais tout à l'heure, c'est 78% de la population qui vivent sous le seuil de la pauvreté absolue. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 20% de la population qui tire 63%, enfin qui bénéficie de 63% des richesses du pays. Donc il y a une élite haïtienne, c'est une élite corrompue, c'est aussi le problème de l'île. Alors c'est ce que j'allais vous dire au sujet des ONG elles-mêmes, c'est-à-dire que comment il y a pas de doute sur le fait que les ONG ont une action sur le terrain. Ce qui peut poser problème, c'est la gestion de ces ONG et également le comportement et la mentalité des ONG dans le pays. En revanche, ce qui me paraît très très important de dire, c'est effectivement que la corruption est à tous les niveaux. Au niveau de l'État haïtien, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Alors,
Il y a une Assemblée nationale, il y a des sénateurs, il y a qui votent des lois, mais simplement ces lois ne sont pas nécessairement exécutées. Il y a beaucoup d'argent, comme vous l'avez dit, qui assure le fonctionnement des ONG. Est-ce que tout l'argent arrive même à ces ONG? C'est une première question qu'on peut se poser. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est une fois que cet argent est là, comment est-il utilisé? Et surtout, face à un État qui a complètement perdu le contrôle de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'ONG qui sont déclarées officiellement auprès des ministères, et puis il y a je crois, plusieurs milliers d'ONG qui sont présentes en Haïti sans même avoir fait l'objet d'une autorisation, sans même avoir fait l'objet d'une reconnaissance. Donc il n'y a pas de contrôle même des ONG même. Il y a une perte d'autorité de l'État. Et il faut, en plus de ça, il faut distinguer les ONG internationales des ONG haïtiennes. Hein. Donc je crois que c'est difficile de blâmer les ONG dans le sens où elles sont elles-mêmes victimes d'un système de corruption, active ou passive, je ne me prononcerai pas sur le sujet. Parce que moi, vous dites que ça vient du sommet aussi de l'État haïtien, et c'est aussi ça le problème, c'est que le signal n'est pas bien envoyé. Ouais. Alors là aussi un tweet d'un internaute qui dit qu'il faudrait des gens compétents justement et honnêtes pour diriger Haïti. Haïti n'a jamais eu un problème de président, Haïti n'a pas besoin de président, seulement des hommes honnêtes et compétents. Jacques Nissi, on vit comment aujourd'hui en Haïti ? Bon, il faut souligner que le chômage reste très important, puisqu'il n'y a pas de création d'emplois suffisant pour occuper la population. En matière agricole, on peut dire, depuis les années 80, il y a eu une politique de libéralisation qui a été engagée d'ailleurs sous Duvalier, qui s'est poursuivie par les militaires et qui s'est renforcée depuis. C'est que cette politique de libéralisation qui vise à désengager l'État de tous les secteurs économiques, c'est accompagné aussi de la faiblesse de l'exploitation agricole. Donc Haïti aujourd'hui est très dépendant sur tous les plans de l'extérieur. Comment est-ce qu'on vit? C'est-à-dire quand on a une famille, est-ce qu'on a accès à l'école? Est-ce qu'on a accès à des centres de soins? Comment ça se passe la vie quotidienne pour un Haïtien de classe moyenne? Oui, je dirais que la majorité des Haïtiens vivent des subventions, des transferts de la diaspora. Puisqu'il n'y a pas une famille en Haïti qui n'est... Plusieurs milliards, dit Anne-Élodie Télémac. C'est ça, oui. Toutes les familles haïtiennes dépendent d'un parent à l'étranger. Donc on peut... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les transferts qui ont été effectués par ceux qui vivent dans la diaspora, c'est que ces transferts repartent à l'étranger, puisque Haïti ne vit que des importations. Puisque, comme je l'ai souligné tout à l'heure, les politiques de libéralisation du Fonds monétaire international ont mis en coupe réglée toute l'économie locale. Donc, ce qui fait la dépendance, oui, en matière d'importation, elle est présente. Donc, comment faire? Il faudrait réinvestir, il faudrait non pas imposer des recettes de l'extérieur, mais voir qu'est-ce qui peut marcher en Haïti. C'est-à-dire que l'État investissent dans les secteurs vitaux, par exemple l'agriculture, le tourisme, on voit bien. Le tourisme, oui, mais on se pose la question parce que ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a quand même la République dominicaine, c'est quand même le même bout de terre. Je ne sais pas si on peut voir la carte, c'est quand même ça qui est juste fou. C'est que c'est le même bout de terre que les gens vont à Punta Cana, à quelques kilomètres en République dominicaine, et qui pourraient très bien aller en Haïti, et que c'est quand même, ferait rentrer quand même de l'argent. Hein. Donc je crois que la principale cause, c'est l'absence de stabilité politique en Haïti. Je pense que c'est... Les gens ont peur. Oui, les touristes. Donc les investisseurs notamment. Donc il faut mettre ça au crédit de Martelly. Selon ses chiffres, il a annoncé que 500 000 touristes ont pu visiter Haïti depuis sa présence. Bon, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord du tout, Frédéric Thomas. Mais c'est ce qu'il a indiqué. Je cite le chiffre de Martelly. Frédéric Thomas. Mais je termine là-dessus. Un mot rapidement. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'à qui profite ce tourisme? C'est la grande question, puisque c'est un touriste qui s'installe à Port-au-Prince et qui... Il paraît qu'il y a l'île à Vache qui est très belle, qui est magnifique. C'est le même fonctionnement que les zones franches agricoles, que l'exploitation des mines. C'est cette idée d'un développement extraverti qui est basé uniquement sur l'exportation, et donc là, d'un tourisme de luxe, mais qui n'est pas basé sur le potentiel réel du peuple haïtien, qui est une population
qui reste majoritairement agricole, où la population a les moyens d'augmenter la productivité agricole et d'alimenter la population, qui permettrait d'asseoir la souveraineté du pays. C'est chaque fois le calcul qui est fait, c'est de faire dépendre le modèle des exportations d'un lien, d'une dépendance envers la communauté internationale. Et c'est le modèle poursuivi depuis des années, depuis la fin de Duvalier, et un modèle qui n'arrête pas d'échouer. Il faut se rendre compte aussi que ce qui a été choisi, c'est du fait de la proximité des États-Unis, qui constitue le principal producteur agricole de la région, c'est de casser toute la politique alimentaire, la politique agricole de Haïti. Pour exporter ? Oui, pour exporter, de faire de ces paysans des ouvriers de zone franche qui fabriquent des t-shirts bon marché pour les États-Unis. C'est ça la vision qui est mise en avant par Martelly et la communauté internationale. Floriane Louvet, tout est à reconstruire, le système éducatif, le système de santé aussi. Ça se passe comment sur place? Parce que vous le voyez. Alors justement, moi je voulais rajouter à ce qui vient d'être dit l'importance, je pense, de prendre en compte deux types d'acteurs aujourd'hui, qui sont les jeunes et les femmes. Les jeunes, la population haïtienne aujourd'hui est essentiellement jeune. On se promène dans les rues, on se promène dans les campagnes. Moi, je suis toujours frappée de voir tous ces milliers de jeunes, ces centaines de jeunes, même au fin fond de la brousse. Là, on peut se retrouver face à, tous ces jeunes qui ont un rôle important à jouer. Et qu'on a à soutenir, à qui on a aussi donné la place. En parlant avec des organisations avec lesquelles nous on travaille, ils disaient mais voilà, l'importance aujourd'hui de laisser de la place à ces jeunes, qui puissent aussi proposer un autre avenir au pays. Et puis les femmes qui, notamment dans le secteur agricole, ont un rôle très important, mais qui ont encore une place peu reconnue dans la société et à qui on aurait aussi... Les inégalités hommes-femmes sont très criantes. Oui, ils sont criantes. Et puis, on est aussi dans un mode de société où le patriarcat a quand même un poids encore assez fort, mais comme dans toute l'Amérique latine, j'ai envie de dire. Donc, c'est aussi... proposer à ces femmes un autre type on dirait, de protagonisme, de rôle à jouer dans la société aujourd'hui. Anne-Élodie Telemaque, on en parlait au début de cette émission. Est-ce que vous pensez, justement, finalement, avec cette crise politique dont les Haïtiens, et vous le disiez tout à l'heure, Jacques Nessy, ont l'habitude, finalement, de ces vacances de pouvoir, que l'île est en pleine transition démocratique parce que, justement, il y a une société civile qui s'est élevée contre ce scrutin, dénonçant des fraudes massives, et que c'est un peuple justement qui est en pleine maturité politique aujourd'hui. Vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir? Certainement, je suis optimiste pour l'avenir. D'abord parce que je pense que les Haïtiens, dont vous dites effectivement que la population est jeune, et ça c'est une caractéristique remarquable. Les jeunes se forment, font des études, ont des métiers, ils n'ont pas forcément la possibilité de trouver du travail, mais en tout cas, ils ont des métiers et ils sont en train de développer des projets, parfois en simple association, mais parfois à plus grande échelle. Il y a des jeunes entrepreneurs, des gens de ma génération qui ont 45, 50 ans, qui sont en pleine force de l'âge et qui bougent en Haïti, qui font des choses en Haïti. Maintenant, la question, à mon sens, reste celle d'une force d'occupation militaire en Haïti qui est l'indicateur fort d'un pays instable sur le plan politique et sur le plan sécuritaire qui ne peut pas inspirer confiance. Donc le tourisme dont vous parliez est sans doute une voie de développement importante pour Haïti. D'ailleurs, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'avant que la République dominicaine soit la République dominicaine dont vous parliez, Haïti avait un club méditerranéen, avait des plages et des hôtels, tout ce qui est de plus fonctionnel, et qu'Haïti était une première destination vers les Caraïbes avant même que la République dominicaine ne le devienne. Donc moi j'ai une très grande foi en ce qui pourra arriver en Haïti, mais ça va prendre vraisemblablement des générations et surtout, j'allais dire, la capacité des Haïtiens à travailler dans le sens de l'intérêt général et dans le sens du collectif et pas simplement de l'individuel. On est dans une économie de survie actuellement et je pense que les ONG ont intérêt aussi
à se repositionner en Haïti. C'est-à-dire qu'à mon sens, il ne s'agit pas de se substituer au rôle de l'État, en faisant des écoles, des hôpitaux, etc. Mais c'est plutôt d'aider l'État à se structurer en apportant des formations, comme vous le disiez tout à l'heure, mais également en apportant des soutiens logistiques à la mise en place des actions que le gouvernement haïtien souhaiterait mettre en place. Frédéric Thomas, un tout dernier mot. Qu'est-ce qui va se passer maintenant sur le plan politique ? Maintenant, ça va dépendre du rapport de force entre la société civile et les acteurs locaux, les acteurs internationaux. Donc la vision optimiste, c'est que la société civile arrive à contrôler, à faire en sorte qu'il y ait un processus électoral qui remette en question les résultats des élections passées. Et qu'on reparte à zéro. Qu'on reparte à zéro, que ce soit des élections contrôlées, justes et libres, ou dans lesquelles participe une majorité de la population haïtienne. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi, on accueille tout de suite Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce lundi. Bonsoir Karim, et nous on va parler tout de suite du procès de Jérôme Cahuzac avec cette première journée d'audience aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, il y a une image qui fait le tour des réseaux sociaux, on va la découvrir ensemble, mais c'est vrai que ce procès est un procès qui est le procès d'une affaire qui a marqué les esprits durablement, puisqu'encore aujourd'hui les médias étrangers, notamment le Guardian, s'arrêtent sur cette affaire qui était un peu l'affaire de la fin de l'innocence, l'épine dans ce devoir d'exemplarité évoqué au début du quinquennat de François Hollande. Et aujourd'hui, cette image d'un Jérôme Cahuzac plutôt tendu a fait le tour des réseaux sociaux. Elle est partagée par de nombreux tweetos. Il est face à un journaliste du Parisien. L'agence France Presse évoque la cohue médiatique à l'arrivée de Cahuzac. Sud-Ouest, sur son compte Twitter, parle d'une arrivée musclée. Et le Soir de Belgique, lui, nous explique que Jérôme Cahuzac perd patience et repousse les journalistes. On a vraiment l'impression qu'il met une claque à ce journaliste du Parisien. Et il n'y a pas beaucoup de médias qui sont allés poser la question à ce journaliste. Tout de même, Polka l'a fait et le journaliste en question tempère tout ça en expliquant que Jérôme Cahuzac était évidemment tendu, qu'il n'a fait que le repousser, que lui s'est à peine aperçu de cette gifle. En tout cas, il y a une autre gifle dont on parle dans les médias, notamment sur le site du Monde. C'est la gifle du procureur qui rappelle au prévenu Cahuzac, le ministre qu'il a été, un procureur particulièrement incisif, qui lui explique, je relève que lorsque Jérôme Cahuzac était ministre du Budget, il ne s'est jamais ému du problème que poserait le fait de poursuivre un citoyen à la fois au plan fiscal et au plan pénal. Il a même renforcé le dispositif. Aujourd'hui, lorsque la loi s'applique à sa personne, il considère qu'elle est inconstitutionnelle. Parce que c'est vrai, comme le souligne le site de Mediapart, eh bien, ce procès est déjà menacé avant d'avoir commencé. Plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées par les avocats de l'ancien ministre fraudeur, et ça inspire un dessinateur, Alex. Le procès Cahuzac menacé de report. Dépêchez-vous de proclamer une déchéance de constitutionnalité, mon client ASCII. Alors aujourd'hui, ce procès qui a attiré les médias était aussi l'occasion pour certains de se faire entendre. Ceux qu'on appelle les faucheurs de chaises ont organisé une action à quelques pas du procès Cahuzac. Alors leur credo, c'est assez simple: poursuivre un homme ne suffit pas. Il faut combattre un système et notamment combattre les banques qui participent à cette évasion fiscale. Cette opération a largement été relayée par les médias. Ici, le site du Huffington Post. Et puis, il y a un autre élément qui n'est pas directement lié à l'affaire Cahuzac, mais aujourd'hui, François Hollande, nous explique, Marianne, tente de ne pas foirer son remaniement, en des termes très clairs. Eh bien, François Hollande ne veut pas que l'affaire Cahuzac se reproduise. Alors, il a décidé de soumettre une série de noms à la Haute Autorité pour la transparence, pour éviter qu'un ministre ne soit pris dans une affaire comme celle qui a secoué le début de son quinquennat. Les militants du Front National, une nouvelle cible de l'organisation de l'État islamique. Alors, pas mal de médias en parlent, le site des Inrocks notamment, dans le dernier dernier numéro de l'organe de propagande de l'organisation État islamique, on désigne clairement les militants du Front National comme des cibles de premier choix, je cite. Alors évidemment, ça a suscité beaucoup de réactions au sein du FN. Florian Philippot qui explique sur son compte Twitter qu'à travers le FN, Daesh
Daesh s'en prend à la France, ou encore un autre cadre du FN, Nicolas Bay, qui lui s'en prend à Manuel Valls. Manuel Valls qui à maintes reprises a expliqué que le Front National était son ennemi, que le Front National pouvait emmener le pays sur le chemin de la guerre civile. Et puis on se souvient aussi qu'un certain nombre d'hommes politiques, François Patria notamment, avait expliqué que voter FN, c'était voter Daesh. Aujourd'hui, Romain Caillé, spécialiste des réseaux djihadistes, se demande si ce slogan n'a pas provoqué ces menaces dans le magazine de l'organisation État islamique. Merci beaucoup, merci Karim Yaoui. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très très belle soirée sur France 24. Tout de suite, le journal. Et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.